Oui, donc je vous propose que nous approfondissions en fait cette problématique de l'application de la loi dans le temps à partir de ce qu'on appelle les effets légaux que peut produire une loi. Donc, dans le cadre donc du pass vaccinal, il a été envisagé à un moment donné qu'on allait réduire la durée donc du certificat de rétablissement de 6 mois à 4 mois, et je vous ai dit ça, cette solution-là, elle trouve sa justification dans une solution très ancienne, dans des arrêts de la Cour de cassation qui remontent aux années 80, dans laquelle la Cour de cassation a admis que la loi nouvelle pouvait régir les effets légaux qui ne s'étaient pas encore entièrement réalisés. Et je vous propose donc de revenir sur cette problématique parce que justement la Cour de cassation vient tout juste de rendre un arrêt sur cette question, que vous retrouverez donc sur son site internet, un arrêt publié, où la Cour de cassation va statuer en fait sur les effets en fait de la loi du 2 mars 2014. La loi du 2 mars 2014, c'est la loi Allure, c'est une loi importante qui a modifié beaucoup de choses en matière d'urbanisme, mais aussi sur les contrats de bail. La Cour de cassation, en fait, vous voyez que ce qui a été peut-être mal compris à propos du certificat de rétablissement, vous allez sans doute mieux le comprendre avec la loi Allure sur, sur les contrats de bail. Euh, et vous allez voir que la Cour de cassation, finalement, quand elle applique immédiatement une loi nouvelle aux effets légaux des situations juridiques qui sont apparues antérieurement, c'est souvent en faveur de la partie faible. Et c'est ça que j'aurais vous expliquer aujourd'hui. Donc la loi Allure, par exemple, là, elle a décidé que quand le bailleur y donnait un congé au locataire pour reprendre son logement, eh bien, en fait, le bailleur, il devait pas invoquer un motif qui était complètement farfelu. Et surtout, le juge avait la possibilité de vérifier le caractère réel et sérieux du congé qui était donné par le bailleur et qui donc amenait en fait le locataire à partir de son logement. Et là, la cour d'appel, en fait, avait dit, ok, la loi Allure, elle a dit ça à partir de 2014, donc ça s'appliquera à tous les contrats de baux qui vont être signés à partir de 2014. Mais ça ne peut pas s'appliquer à des contrats de baux qui ont été signés bien auparavant. Donc ça, c'était le raisonnement de la cour d'appel, et la cour de cassation lui dit non, pas du tout. L'article 15.1 de la loi Allure, dans sa version donc, de 2014, elle est applicable à tous les congés qui sont donnés à partir de l'entrée en vigueur de cette loi Allure. Et vous voyez que le congé que va donner un propriétaire, un bailleur, à son locataire, voyez, ce congé-là, c'est un effet légal du contrat. C'est-à-dire que le contrat, en fait, c'est un échange de volonté sur le fait qu'on va louer tel appartement pour le paiement de tel prix, de tel... vous voyez et ça relève de la négociation contractuelle. Ça, c'est ce qui entre dans le champ contractuel. Mais dans un contrat de bail de la loi de 89, vous savez qu'il y a énormément de dispositions en fait qui relèvent uniquement de la loi. Et d'ailleurs, dans le contrat de bail d'une loi de 89, les trois quarts en fait du contrat, ce sont simplement un copier-coller de ce qu'il y a dans la loi de 89. Donc en fait, le contrat de bail, c'est bien un contrat, c'est bien un échange des volontés. Il a bien une force contractuelle, mais ce contrat en fait, il va produire des effets légaux. Et ces effets légaux, ils peuvent être modifiés par le législateur, et généralement, ils sont modifiés en faveur donc du locataire, et là en l'occurrence ça permettait au locataire d'être évincé moins facilement par le propriétaire qui, lorsqu'il dit qu'il va reprendre le logement pour lui-même, doivent justifier réellement du caractère réel et sérieux de ce motif qui l'amène à reprendre son bien. Et pour répondre à l'autre interrogation qui avait été faite par un d'entre vous sous mes précédentes vidéos, qui disait « Mais je comprends pas, cette jurisprudence, elle date de 89. Depuis 89, est-ce qu'on n'a pas eu d'autres arrêts ?» Alors, dans les codes, que ce soit le code civil d'Alloz ou LexisNexis, vous trouverez toujours les arrêts de principe, les premiers arrêts de principe qui ont été énoncés sur cette matière. Mais si vous voulez faire une recherche de jurisprudence, et j'en ai fait une pour vous à partir du moteur de recherche iadroit.fr, à partir de ces termes-là, en expression exacte, que vous retrouverez sur ce lien qui sera mentionné sous la vidéo, vous voyez qu'en fait, il y a eu plein d'arrêts de la Cour de cassation. Je ne vous ai pas tous recensés, mais je vous propose qu'on les regarde brièvement, parce que ce sont des arrêts qui sont intéressants.
Donc vous avez, vous voyez encore en juin 21, la Cour de cassation qui se réfère à ce principe jurisprudentiel que je viens de vous illustrer dans l'arrêt encore plus récent de 2022, et que vous retrouverez dans tous les arrêts en fait que je mentionne ici. Alors je les ai pas soulignés en jaune, j'aurais peut-être pu le faire. Dans le lien qui vous permettra d'accéder directement à la présentation, je le mentionnerai. Et voyons en fait à quel moment la Cour de cassation applique ce principe jurisprudentiel, et bien là encore, donc vous aviez une loi, alors c'est la loi de 2018, je ne me rappelle plus de l'intitulé exact de cette loi, mais vous avez par exemple dans le code de la construction et de l'habitation, la loi du 23 novembre 2018 qui est venue modifier en fait cet article du code et qui a permis en fait à celui qui était en fait locataire d'exercer une option entre l'ancien bail qu'il avait et le nouveau bail, un nouveau bail conforme à une convention, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que cette option, en fait, c'est effectivement un effet légal du contrat, mais la Cour de cassation nous dit, cet effet, ce droit d'option, en fait, il se réalise à partir d'un moment précis, et si ce moment précis, en fait, il est antérieur au 23 novembre 2018, eh bien, en fait, la loi nouvelle, elle ne peut pas rétroagir. Donc, en fait, le principe, d'accord, il est toujours applicable, mais ce principe, il n'est pas rétroactif. Donc, les effets légaux, ils ne peuvent être modifiés par la loi nouvelle que quand ils ne se sont pas encore produits, donc pour l'avenir. Mais lorsqu'un effet légal s'est déjà produit auparavant, eh bien, la loi nouvelle, elle ne peut pas rétroagir sur cet effet légal. Donc, vous voyez que la Cour de cassation, elle est quand même soucieuse, à travers même cette application de la loi dans le temps sur les effets légaux, de ne pas faire rétroagir une loi nouvelle sur une période antérieure. Donc la loi nouvelle, elle ne peut modifier les effets légaux que des situations qui sont en cours, mais des effets qui ne se sont pas encore déjà produits. Vous voyez, la chambre commerciale, là, cette fois, reprend donc ce même principe que vous voyez apparaître là, et elle l'applique cette fois pour vis-à-vis d'un investisseur, vis-à-vis de sa banque. Donc on a, au gré du temps, dans le code monétaire et financier, fait peser de plus en plus d'obligations d'information des banques vis-à-vis des investisseurs, parce que les investisseurs, c'est pas forcément des gens qui sont très éclairés pour savoir comment placer leur argent. Et donc, en fait, la banque doit vérifier plusieurs choses. Elle doit se renseigner sur l'importance des revenus de celui qui veut investir, sur les engagements financiers qu'il a pris par ailleurs, si s'est endetté pour un crédit à la consommation, un crédit immobilier, et sur la durée pendant laquelle il pense pouvoir investir en bourse, d'accord ? Eh bien, toutes ces nouvelles obligations d'information qui pèsent sur les organismes financiers, sur les banques, eh bien, vous voyez bien que il faut que ces obligations d'information, de diligence des banques vis-à-vis des particuliers, elles s'appliquent immédiatement. Donc on ne pourrait pas dire, certes, le consommateur, l'investisseur, il a ouvert ses comptes dans la banque il y a très longtemps, donc on ne va pas appliquer la loi nouvelle. Ça n'aurait aucun sens. Donc évidemment que cette loi, cet article du Code monétaire et financier tel qu'il a été modifié en 2007, eh bien en fait on va l'appliquer immédiatement aux situations en cours, donc c'est-à-dire aux contrats qui ont été souscrits par des personnes physiques il y a très très longtemps, et la banque devra immédiatement, pour les nouveaux investissements que va faire le particulier, vérifier l'importance des revenus, les engagements financiers réguliers souscrits par ailleurs, etc., etc. Donc vous voyez, encore une fois, cette application immédiate de la loi nouvelle à une situation en cours, ces nouveaux effets légaux en fait que produit la loi nouvelle et que régit la loi nouvelle, c'est toujours pour protéger la partie faible, en l'occurrence là, l'investisseur qui est profane. Alors, vous avez quand même, de tout ce que je vous dis jusqu'à présent, une exception à ça, et l'exception en fait, c'est ce qui ressort du seul domaine contractuel. Je vous ai expliqué à propos du contrat de bail qu'il y a bien un échange des consentements qui fait naître un contrat de bail,
d'accord? Et ce contrat de bail, il va produire des effets légaux. Mais tout ce que l'échange des consentements permet de produire, ce ne sont pas systématiquement des effets légaux. Il y a quand même quelque chose qui reste, qui demeure dans la liberté contractuelle, d'accord? On a le droit de contracter sur certaines choses et la loi ne régit pas tout. Eh bien, la Cour de cassation nous dit, voilà, dans ce cas-là, quand on n'est pas en présence de l'effet légal d'un contrat, quand on est en présence de ce qui demeure dans l'échange en fait des volontés de ce que contient le contrat librement, et bien en fait dans ces cas-là, la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer. Elle ne peut s'appliquer que dans certaines hypothèses qui sont évoquées ici. Et en fait ces hypothèses c'est un double critère, deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que la loi soit d'ordre public, mais ça ne suffit pas, d'accord? La Cour de cassation, elle a toujours jugé ça, et je pourrais vous donner d'autres arrêts très anciens sur cette question, mais cet arrêt de 2019 nous le rappelle. Il faut que la loi soit d'ordre public, et il faut en plus que cette loi réponde à un motif impérieux d'intérêt général qui justifie son application immédiate. Donc vous voyez que quand on n'est pas dans le cadre d'un effet légal que produit donc la loi sur une situation contractuelle, quand on est juste dans le domaine, dans le champ contractuel, dans le champ de la liberté contractuelle, eh bien la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer. Elle ne peut s'appliquer que dans une condition très particulière, quand elle est, un, d'ordre public, et deux, que l'on arrive à identifier dans les travaux parlementaires, dans la discussion parlementaire, un motif impérieux d'intérêt général qui justifie son application immédiate. Et ce motif impérieux, en fait, la Cour de cassation va le rechercher au cas par cas, en fait. Donc c'est impossible à prédire comment la Cour de cassation va déterminer qu'on est en présence de ce type de motif impérieux. Et généralement, quand on l'est, c'est toujours pour protéger la partie faible. Donc de ce point de vue-là, la Cour de cassation, elle est toujours à protéger, finalement, toujours le co-contractant qui est le plus faible dans le cadre d'un contrat. Je pourrais vous retrouver des exemples si ça vous intéresse. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. On retrouve donc la solution classique que je vous explique depuis le début de la vidéo dans cet arrêt de 2017, et encore à nouveau c'est sur la loi Allure. Vous voyez la loi Allure, il y a beaucoup de dispositions en fait de la loi Allure que la Cour de cassation a considéré qu'elle était d'application immédiate aux situations donc déjà conclues, mais qui produisaient donc des effets légaux. Et là l'effet légal en l'occurrence c'était sur l'offre de relogement que l'on doit donner au locataire lorsque le propriétaire lui donne son congé. De la même manière, vous aviez aussi la loi Allure, elle a voulu sanctionner les propriétaires qui ne restituaient pas spontanément le dépôt de garantie. Donc on a en fait majoré les intérêts dans le cadre d'un retard de la restitution du dépôt de garantie. Et dans cet arrêt de 2016 que vous voyez là ici, la Cour de cassation a dit que ces intérêts majorés, c'est bien un effet légal de la loi nouvelle, de la loi de Allure de 2014, qui s'applique immédiatement. Et enfin, c'est encore sur la loi Allure que vous avez en fait la Cour de cassation qui avait rendu un avis à propos donc des délais des délais de paiement pour une dette locative que pouvait accorder le juge à un locataire. Et bien la Cour de cassation a dit ces délais de paiement, ils s'appliquent immédiatement. C'est un effet légal nouveau en fait sur une situation juridique en cours. Donc vous voyez qu'à travers tous ces exemples en fait, la solution de la Cour de cassation, elle fait preuve d'un certain humanisme, d'accord, et donc il ne faut pas croire qu'il y a des entorses, entre guillemets, à l'article 2 du Code civil qui seraient faits uniquement dans le cadre de situations qui seraient préjudiciables en fait à la partie faible. Au contraire, la plupart des arrêts nous montrent le contraire. Je vous remercie, à bientôt.